Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une autre capsule et on va parler aujourd'hui de la réforme fiscale. Quelle est la portée de cette réforme et quelles sont les limites? Je parle du Maroc. Pour parler de ce sujet, j'ai invité aujourd'hui un homme exceptionnel parce qu'il a voué une partie de sa formation au sujet. Il a soutenu un doctorat sur le sujet suivant: l'imposition des entreprises au Maroc, enjeux et perspectives de la politique fiscale. Il a soutenu devant l'université de la Sorbonne avec un jury qui était composé de grands professeurs tels que le professeur Franck Wazerman, le professeur Jamal Winnish, Madame Christine Esklasman et Monsieur Nordine Bensouda, qui est le trésorier général du Royaume du Maroc. Par ailleurs, notre invité a un parcours professionnel assez exceptionnel puisqu'il travaille aujourd'hui à l'IGF, l'Inspection générale des finances, avec une expérience acquise avant d'arriver aujourd'hui au poste de superviseur. Je dis donc bienvenue à monsieur le docteur Laziz Tariq. Merci à vous, monsieur le professeur. Vous êtes le bienvenu chez nous. Vous êtes chez vous puisque vous êtes en même temps lauréat de l'université de Marrakech. Oui, exactement. Si j'ai bien compris, vous avez fait votre licence ici. Oui. Donc vous étiez un de nos étudiants en économie. Oui, tout à fait. Très bien. Oui. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu. On vous remercie pour votre présence et je voudrais vous demander déjà d'introduire le sujet, la réforme fiscale au Maroc. De prime abord, je tiens à vous remercier, professeur Mkhli. Donc c'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être votre invité aujourd'hui. Donc je remercie donc cette initiative louable qui essaie en fait de partager les expériences, de voir des regards croisés entre des chercheurs et des praticiens. Donc merci encore une fois et je vous souhaite bonne continuation et un rayonnement très étendu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, sur le plan du sujet, si on doit introduire le sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est un sujet difficile et technique, je le reconnais. Oui. Mais nous, on veut faire une approche pour faciliter l'information et la transporter à l'auditeur. Oui, bien évidemment, le sujet est très complexe, donc il est ésotérique. Donc avant d'entrer à la réforme fiscale, un aperçu historique s'impose. Donc le point de départ, c'était la loi cadre de 1984 qui constitue une étape décisive dans la réforme fiscale au Maroc. Ensuite, le Maroc a pu mettre en place un système fiscal moderne avec l'institution de 3 impôts modernes majeurs. Il s'agit en l'occurrence de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée. Puis, après ce passage de 13 ans, la mise en place de ce système moderne, le Maroc a tenu en 1999 des assises fiscales pour évaluer en quelque sorte une décennie et 5 ans de réforme pour voir où on est. Donc les assises, ils ont porté sur 2 leviers principaux: la politique fiscale, l'administration fiscale, et les principales en fait modifications apportées ont trait à la mise en place d'une administration moderne. Auparavant, l'administration a été organisée donc en fonction par nature d'impôt. Donc on trouvait la TVA, les IDTA, mais en 2005, il y avait un recentrage sur la nature du contribuable. Donc une organisation des personnes morales, des professionnels et des particuliers. Et en fusionnant bien entendu les services contentieux avec l'assiette et la prise en charge des recouvrements en 2005 de la TGR. La TGR a transféré les compétences de recouvrement à la Direction générale des impôts. Donc après ce passage des assises, il y avait en fait l'implémentation de plusieurs mesures. Je citerai principalement la mise en place du Code général des impôts. Auparavant, il y avait des lois éclatées, disparates, donc la loi relative à l'IS, la loi relative à l'impôt sur le revenu et la loi relative à la TVA. Donc il y avait la mise en place d'un Code général des impôts qui regroupe l'ensemble des impôts, y compris les 3 impôts plus les droits d'enregistrement. Après ce passage, après ce passage en fait, il y avait d'un côté la réorganisation et un référentiel unique pour faciliter la lisibilité
du système fiscal de par les opérateurs économiques et les particuliers. Mais malgré tout, il y avait quand même cette attente des lois de finances, puisque chaque fois la loi de finances venait, elle mettait en place des dispositions très importantes, et on peut dire que l'investisseur ou les entreprises étaient un peu perdus avec cette méthode. Oui, bien entendu. En fait, il n'y avait pas une vision fiscale à moyen long terme. Donc, c'est le reproche en fait qu'a fait les opérateurs économiques. Chaque fois, à l'occasion de chaque loi de finances, il y avait un débat avec les professionnels, notamment la CGM, pour faire des propositions et on introduit à chaque fois des aménagements. Il n'y avait pas une vision fiscale à moyen long terme qui peut éclairer les opérateurs pour avoir plus de visibilité et de lisibilité du système fiscal. D'accord. Donc, en fait, le problème d'une réforme fiscale, c'est quoi? C'est que l'État veut beaucoup d'argent, plus d'argent. L'investisseur veut des allègements. Comment on va faire pour trouver un équilibre entre ces deux contraintes? Parce qu'on dit l'investissement, ça veut dire qu'il faut l'encourager, il faut avoir une visibilité, il faut que l'investisseur puisse avoir une visibilité, et en même temps, il faut qu'il ait des allègements. De l'autre côté, l'État, qui, elle, veut remplir les caisses pour exécuter sa politique de développement. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, en fait, la politique fiscale, de par la nature des objectifs, il y a des objectifs contradictoires. Donc, les entreprises essaient de minimiser la charge fiscale parce que l'impôt constitue, in fine, donc une charge pour les entreprises, et en même temps, c'est une source de financement principale pour l'État. En fait, sur la décennie 2011-2021, les recettes fiscales représentent 80% des recettes ordinaires de l'État. D'où l'importance des recettes fiscales dans le financement, aussi bien des politiques publiques que de l'encouragement de l'investissement. À cela s'ajoute bien entendu en fait, que les entreprises revendiquent de plus en plus des exonérations et la fiscalité dérogatoire représente au Maroc un enjeu financier majeur. Donc, juste un exemple, en 2013, les dépenses fiscales représentaient 36 milliards de dirhams. Très bien. Aujourd'hui, l'État s'est inscrit dans une stratégie de rationalisation des dépenses fiscales en élargissant l'assiette et en essayant d'abaisser le taux afin d'élargir l'assiette, intégrer le secteur informel et améliorer la contribution des contribuables, aussi bien des entreprises que les particuliers, pour en fait renforcer le civisme fiscal et améliorer les recettes. D'où la difficulté. Donc on essaie de trouver un équilibre entre des recettes qui financent d'une part les besoins sociaux de l'État et la dynamique d'investissement, et d'autre part conserver la compétitivité des entreprises et les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, bien entendu. Oui. Bien entendu. Donc en fait, l'État quand même a mis en place un système aujourd'hui, il a déclenché en tout cas un processus de réforme fiscale qui essaie d'aménager cette relation entre l'encouragement à l'investissement et le financement des finances publiques. Oui, oui, tout à fait. C'est ça que vous voulez dire. Alors, peut-on dire à la lumière de ce que vous venez de dire qu'il existe réellement une politique fiscale aujourd'hui? Est-ce que nous avons une vraie politique fiscale? Oui, avec l'entrée en vigueur de la loi 91-19 portant la réforme fiscale, donc il y avait des recommandations en 2019, donc on a essayé d'insérer ces recommandations dans un cadre juridique, avoir un référentiel avec un horizon temporel de 5 ans, avec des objectifs et des priorités. Donc la nouvelle loi cadre, en fait, a fixé des priorités avec 3 dimensions. Donc je les résume en 3 dimensions. La dimension donc peut-on considérer cette loi cadre comme constituant une approche novatrice en matière de gouvernance fiscale? Oui, tout à fait. Donc force est de reconnaître que la nouvelle loi cadre, donc, elle est venue répondre d'une part aux exigences de la Constitution qui a institutionnalisé les principes de bonne gouvernance, et la fiscalité en fait partie bien entendu, parce qu'il fait partie d'une politique publique. Ça d'une part. D'autre part, donc, une innovation, donc il a essayé d'impliquer tous les partenaires, parce que les assises, ils ont constitué en fait une étape décisive, donc en adoptant une approche novatrice en matière de discussion et de débat fiscal. Donc, alors, on peut résumer les apports. Quels sont les apports de cette loi cadre aujourd'hui? Oui, il y avait en fait principalement 3 dimensions. La dimension économique, la dimension, je dirais, relationnelle et la dimension internationale. La dimension économique, en fait, c'est encourager l'investissement, la création d'emplois. Oui, donc 2, la dimension sociale, c'est diminuer les disparités sociales à travers la redistribution. Il y a aussi
les disparités régionales. On essaie en fait des disparités régionales, en fait un effort de développement au profit des régions qui sont un petit peu lésées. Et la dimension relationnelle, améliorer la relation entre l'administration fiscale et le contribuable en instaurant un climat de confiance et en sécurisant l'environnement des affaires. Et dernier point, la dimension internationale en s'inscrivant dans les principes et les règles de bonne gouvernance fiscale à l'échelle internationale. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes, ça veut dire pour la mise en œuvre de cette loi cadre? Bien entendu. Parce que l'objectif est louable, on peut dire ambitieux, oui. Mais certainement il doit y avoir des contraintes pour la mise en œuvre, pour le lancement de ces projets. Oui, bien sûr, les limites, en fait, d'abord il faut doter l'administration de personnel suffisant. Donc l'administration aujourd'hui a besoin d'un personnel suffisant pour qu'il puisse mettre en place. Suffisant et qualifié. Et qualifié, oui, tout à fait, tout à fait. Donc pour accompagner la réforme et peut contribuer donc à l'instauration du climat de confiance qui va permettre par ricochet le développement du civisme fiscal et la conformité fiscale. Parce qu'en fait, c'est ça qui va garantir l'application de ces principes, c'est lorsque le contribuable va être conscient de son rôle en tant que citoyen, respectant les normes et participant à l'effort fiscal. Oui. Parce que c'est ça, en fait, et c'est peut-être ça que l'administration doit aboutir. C'est ce projet et l'instauration de ce climat de confiance. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait, exactement. Alors, un dernier mot de la fin. D'abord, félicitations pour votre thèse que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt. C'est dommage qu'elle ne soit pas publiée, mais peut-être qu'il faut l'actualiser. Vous l'avez soutenue il y a déjà quelques temps. Oui. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut l'actualiser et la mettre à la disposition des chercheurs. Merci. Je vous félicite d'un côté, et vous l'avez eu avec mention très bien, ce qui ne gâche rien. Félicitations, nous sommes fiers parce que vous êtes un lauréat de la faculté de Marrakech. Je vous remercie pour les éclaircissements. Le sujet est vaste, on a essayé de le simplifier et vous y avez facilement réussi. Je vous félicite. Et avant de terminer, je voudrais vous poser une question que je pose à mes invités relative aux lectures actuelles. C'est Ramadan, on lit beaucoup. Certainement d'autres regardent beaucoup de séries. Nous, on aime lire. Moi, personnellement, j'aime lire pendant les journées longues de Ramadan. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En fait, c'est un ouvrage de Sophia باللغة العربية. Donc, vous avez ici d'ailleurs. Oui, Abou Yazid al-Bastami. Oui. Donc, Abou Yazid al-Bastami, هذا الصوفي عرف بالشطحات الصوفية. وقام القاسم محمد عباس في هذا الكتاب بتحقيق هذا الكتاب. Alors, si vous permettez, je vais le présenter puisque j'ai ici une petite définition. Il s'agit de Abou Yazid al-Bastami, ermite et ascète ayant atteint la sainteté suprême, unissant dans sa réalisation spirituelle et dans son enseignement la connaissance, ça veut dire le ma'rifa, et l'amour, al-mahabba. Donc, ce monsieur, Abou Yazid, représente le soufi sous ses différents aspects, tels que la géographie islamique. On a déterminé au cours des siècles la notion traditionnelle. Donc voilà ce qu'on peut dire de cet auteur, ce soufi. Et l'ouvrage, c'est le suivant. Alors le problème, c'est que c'est un ouvrage qui me semble ancien. Il s'agit de Abou Yazid al-Bastami, Al-Majmou' al-Soufiyya al-Kamila. Donc en fait, vous vous intéressez au soufisme. Oui. Dans quel sens? لأنه en fait سوف أتكلم باللغة العربية لأن الكتاب باللغة العربية si vous permettez. Très bien. الصوفية لأن العلم هناك درجات، هناك العلم وهناك المعرفة. عندما نقوم ببحث فهي رسالة، نناقش رسالة، ورسالة تؤدي أن رسالة علم. عندما نريد أن النضج والتقرب من الله سبحانه وتعالى الصفوة يكون هناك تقرب من الله سبحانه وتعالى وتكون فتوحات. وأبو بسطامي يزيد بسطامي يشرح هذا القرب وهذا التجلي الإلهي عندما الإنسان يصفو ويزكي النفس فتكون فتوحات وكشوفات تمكنه من القرب من الله وتجليات علمية وتربي الذوق وبالتالي تكون هناك حكمة ونصل إلى درجة نوع من الكمال الإنساني الذي يؤدي رسالة في الأرض. إذا كان العلم هو رسالة نناقش رسالة فيجب هذه الرسالة تدفعنا في معرفة الذات
وتزكية النفس من أجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأدية رسالة العلم وتبليغه إلى الناس. Ben, je vous remercie pour ces explications. On en déduit de manière générale que l'auteur est le soufi, ce grand maître du soufisme, Abu Yazid al-Bastami. D'ailleurs, il a été traduit en plusieurs langues. En fait, nous mène sur la voie du soufisme comme d'autres grands maîtres en la matière. Et avant de vous quitter, je voudrais signaler la sortie de l'ouvrage de mon confrère Moulay Mohamed Sgam, qui a publié un ouvrage très important et qui s'appelle Traité de droit civil, théorie générale des obligations, avec la participation de Ilyas Sgam et Anas Sgam. Voici l'ouvrage, voilà que mon confrère m'a gentiment envoyé, que je viens de recevoir. Il m'a envoyé sans savoir que je vais en parler. En fait, c'est dans le cadre des échanges universitaires que nous avons et de l'amitié que j'ai pour Maître Sgam, qui est en même temps professeur à Casablanca et avocat au barreau de Casablanca. Je félicite mon ami Sgam et je vous encourage à consulter son ouvrage sur le droit civil. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher ami et confrère Sidi Tarek. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.